Salut Sarah, Hello Damien. bonjour. Merci beaucoup de te joindre à nous pour cette séance Meet Your Future online. Donc effectivement, depuis maintenant quelques semaines, on est face à un confinement, donc on essaye, et toute la Dream Team essaye de mettre en place des activités en ligne. Et on a décidé de lancer une session toutes les semaines, du coup, de découverte professionnelle et éventuellement aussi de développement personnel. Donc l'agenda sera mis à jour au fur et à mesure. Et on commence donc avec toi aujourd'hui, Sarah, et je te remercie encore de participer sur voilà, la découverte de ton boulot, de ton métier, qui est risk analyst Oui. euh, dans le secteur financier. Et donc voilà, on va faire une petite interview d'une quarantaine de minutes pour que les jeunes puissent découvrir ton métier, puissent savoir exactement comment on y accède, quelles études sont nécessaires pour le faire, et puis qu'est-ce que c'est la réalité quotidienne de ton métier aussi. Euh, D'accord. donc je te remercie encore une fois. Et puis je pense qu'on peut commencer Oui, on directement. peut commencer. Est-ce que tu veux bien te présenter juste très rapidement, très succinctement pour commencer? D'accord. Donc moi c'est Sarah, j'ai bientôt 32 ans. Euh, je suis risque analyste dans une boîte de consulting ici à Bruxelles. Oui, Et du coup voilà, ça fait 5 ans que je suis à Bruxelles et que je travaille dans les secteurs bancaires et financiers. Et du coup, voilà, je suis ravie d'être là pour partager mon métier avec vous. ben, merci beaucoup en tout cas d'être là. On va commencer directement par une petite question peut-être pour détendre l'atmosphère. Toi qui es risk manager, est-ce que tu avais vu venir le risque d'une pandémie mondiale due à un coronavirus? Est-ce que c'était quelque chose qui était pris en compte dans les risques éventuels que tu manipules au quotidien? Non, pas vraiment. Dans notre métier, en fait, on s'attendait plutôt à une crise économique, Oui, mais pas du tout un risque de pandémie. Donc, normalement, c'est pris en compte chez les compagnies d'assurance, mais pour le moment, non, on s'y attendait pas. d'accord. Donc on doit toujours faire face à l'imprévu dans tous les cas. Et Oui, OK. Et donc juste aussi pour détendre l'atmosphère très, très rapidement, je vais te proposer maintenant de faire un portrait chinois rapide de ton travail. Je vais te proposer 3 situations avec lesquelles tu pourras comparer ton travail. En fait, il y en a 4. Pour que justement les gens aient un petit peu une idée plus profonde, plus importante de ton quotidien. Pour toi, ton boulot, ça ressemble plutôt à Fort Alamo. Tu es toujours retranché, tu as une pression folle constamment. C'est plutôt Acapulco. On a l'impression que c'est un cadre de travail paradisiaque, mais en fait, tu sens une certaine insécurité au quotidien au travail. C'est plutôt une ambiance un peu de mine, comme à la Louvière à la grande époque. Tout le monde est au charbon, tout le monde travaille très fort et affairé, studieux. Ou c'est plutôt la Riviera. Tu as des moments de relâche, tu as des moments de relaxation et une charge de travail raisonnable. ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas du tout Acapulco. C'est pas du tout Acapulco. Acapulco, non. Donc, ça serait plutôt entre la Riviera et Fort Alamo. Mais ça dépend toujours des projets sur lesquels on s'investit, les Mhm. personnes avec qui on travaille. Mais d'office, durant les 7 dernières années, en tant que qu'analyse de risque, c'était toujours entre voilà, Fort Alamo et la Riviera. Donc du coup, effectivement des moments de relâche, mais à la Oui. fois une pression assez importante et puis un travail assez constant. Exactement, donc beaucoup de pression du client ou de notre manager vis-à-vis des tâches qu'on doit effectuer, des deadlines qu'on doit respecter. Mhm. Donc voilà. Et très rapidement, c'est quelque chose qui te plaît, ça, je sais pas, d'avoir un rythme de travail assez soutenu comme ça et d'être un peu challengé? Oui, ben, moi, tant que je suis occupée, je suis challengée, ça me correspond parfaitement. Donc je n'aime pas, en fait, voilà, être, comme tu l'as précisé, avoir un portrait à Acapulco, mais Ouais. vraiment être, voilà, challengé, qu'il y ait,
comment dire, qu'il y ait des difficultés, qu'il y ait des problématiques à résoudre. D'accord, très bien. Justement, en parlant de problématiques, on va essayer de comprendre un petit peu maintenant plus ce que tu fais réellement au quotidien. Moi, quand je suis pas du tout du secteur, financier, loin de là, ni du Oui. secteur, des assurances, du tout. Donc du coup, quand moi je lis risque analyse, je comprends pas exactement ce que ça veut dire. Donc, je voudrais te demander, en vrai, qu'est-ce que tu fais réellement au quotidien dans ton boulot? Est-ce que tu pourrais l'expliquer de manière simple et rapide? D'accord. Donc, moi, je travaille en tant que conseillère ou consultante en gestion des risques, Mmh. essentiellement avec les banques et les institutions financières et les compagnies d'assurance. Donc, on les aide et on les accompagne à mieux gérer le risque financier et les risques non financiers. Les risques financiers, ça peut être les risques de crédit. Par exemple, calculer la probabilité qu'un client fasse défaut et qu'il ne puisse pas rembourser son crédit, par exemple, ou un risque lié au hasard, par exemple à une pandémie, à une catastrophe naturelle. Il y a aussi des risques qui sont non financiers, des risques qui sont liés à l'anti-blanchiment d'argent, à risque de réputation de la banque ou de la compagnie d'assurance. Donc, ce qu'on fait, c'est premièrement, en fait, on identifie les risques auxquels nos clients, sont exposés et qui peuvent leur causer des pertes ou bien prendre ces risques-là comme des opportunités. Par la suite, on évalue ces risques et après, par la suite, on distingue ce qui est important, on hiérarchise ces risques-là. Donc, c'est une sorte de risk assessment, une évaluation des risques auxquels le client fait face. Et une fois qu'on fait cette hiérarchisation ou cette priorisation, donc on récolte toutes ces données-là et on utilise des modèles statistiques pour mitiger et contrôler et des fois limiter ou même éliminer ces risques-là. D'accord, et donc du coup, si je comprends bien, cette analyse des risques, cette identification des risques, ensuite, elle donne lieu à des conseils à tes clients. Est-ce que j'ai bien Exactement, compris? exactement. Donc voilà, voilà, une fois qu'on discute du projet du client, Mmh. à la fin, voilà, une fois qu'on termine notre identification, notre analyse et notre évaluation des risques, on lui dit, voilà, par exemple, pour ces risques-là, voici le coût que ça va engendrer dans votre appétit de risque. Et du coup, c'est à lui de faire le choix, est-ce que de prendre ces risques-là ou de ne pas les prendre. Donc, c'est ce genre on va dire, d'assessment qu'on fait pour les clients. D'accord, et donc du coup, toi, tu travailles, directement au contact de ces clients ou c'est, Oui. d'autres personnes qui travaillent avec eux et qui te sollicitent ensuite? Ben non, on travaille, normalement, il y a toujours dans un projet, il y a toujours un sponsor de projet. Donc on Mmh. travaille toujours avec ce sponsor de projet et c'est avec lui qu'on a des interactions et par la suite, si on a besoin de d'autres personnes, par exemple, des équipes, IT ou l'équipe légale ou l'équipe business, à ce moment-là, voilà, on va directement discuter et voilà, travailler avec ces personnes-là en direct. Donc c'est vraiment un job qui est transversal. On ne travaille pas avec une seule équipe dans une banque ou dans une institution financière. C'est Mmh. vraiment transversal et on travaille avec plusieurs intervenants. D'accord, très bien, et Oui, justement, tu parles un petit peu de transversalité, enfin, en tout cas, de contact avec des acteurs très différents du monde du travail. oui. Ça me permet de rebondir un petit peu sur les éléments qui te plaisent et ceux qui te plaisent moins de ton travail. Ça, si je comprends bien, le fait de travailler avec plein d'acteurs différents, c'est quelque chose qui te plaît. Est-ce que tu pourrais nous faire, voilà, une petite liste des choses qui te plaisent vraiment beaucoup et des éventuels aspects, négatifs de ton boulot? D'accord. Donc ce qui me plaît, dans mon travail actuel, c'est, on va dire la diversité des projets, ainsi que la diversité des profils avec lesquels, j'interagis, au quotidien. Donc ça me permet de ne pas m'ennuyer dans mon travail. Par exemple, en tant que consultante, on a certains projets, voilà, on a un projet qui nous est alloué, chez un client pour une durée déterminée. Donc on sait que pendant cette durée-là, on va travailler avec cette équipe et 3 ou 4 mois plus tard, on va travailler avec une autre équipe, avec un autre client. Donc ce qui est bien, c'est que ça diversifie nos contacts
voilà, mes contacts et aussi, ça m'épargne de faire partie de la même équipe. Donc, tout au long de ma carrière, je n'ai jamais travaillé en interne dans une banque Mmh. ou dans une compagnie d'assurance, c'est-à-dire j'étais tout le temps consultante, c'est-à-dire voilà, je changeais à chaque fois de projet, de client, d'équipe et ça, c'est très enrichissant. Donc c'est ce que j'aime bien, voilà, ce que j'aime bien dans mon travail et aussi les contacts humains. Donc les relations humaines, que je construis, tout au long des projets, donc c'est super intéressant. Donc ça va du management, aux personnes qui préparent le café, donc c'est Mmh. vraiment très humain. C'est-à-dire, voilà, on rencontre des personnes de background très, très différents. Et, et ça, c'est très enrichissant que mon travail me permette voilà, de rencontrer ces personnes-là. Mmh. Qu'est-ce que je peux dire? Pour le moment, tu as parlé beaucoup de Des choses qui aspects sont très positives, positifs. effectivement, Oui. le contact humain et est-ce qu'il y a s'il y en a un, est-ce qu'il y a des aspects, négatifs éventuels Oui. à ton travail? Euh, je pense qu'il y a deux aspects négatifs, on va dire. Pour ma part, ce sont des aspects négatifs. Le premier, c'est le manque de créativité. Parce que des fois, par exemple, on a deux banques X et Y qui ont le Mmh même mh. problème. Donc, si on a apporté la solution à la banque X, Mmh. on peut juste voilà, proposer la même solution à la banque Y. Et du coup, ça ne requiert pas beaucoup de créativité par rapport à la solution proposée. Mmh. Des fois, c'est même pas de notre faute qu'on veut pas être créatif, mais des fois, notre management, il nous dit: «On a répondu à cette problématique-là, on va juste retranscrire la même chose». Mmh. Hem et un autre point négatif, c'est, on va dire la lourdeur des décisions. Mmh. Dans les allez, ici en Belgique, parce que j'ai travaillé aussi en France, mais ici en Belgique, j'ai notifié que j'ai remarqué plutôt que les banques, ils travaillent plus comme des fonctions publiques, comme Mmh. une fonction publique, c'est-à-dire, voilà, pour avoir, une autorisation, il faut attendre le N+1, le N+2, le N+3. Si jamais on n'a pas, voilà, ces 3 ou 4 signatures, on peut pas avancer dans notre projet. Donc je pense, voilà, il y a beaucoup de bureaucratie, à ce niveau-là. Donc ça nous démotive des fois, pour avancer correctement, en fait, dans notre projet. Mmh. Donc si je comprends bien, il y a effectivement cet aspect hiérarchique un petit peu, lourd parfois Donc oui, et parfois aussi un manque de créativité dans le travail que tu dois faire parce que tu peux proposer des solutions qui sont assez similaires d'un client à l'autre, d'une banque à l'autre et ça peut avoir des aspects exactement. un peu frustrants pour toi? Exactement, parce qu'ils doivent, par exemple, ils doivent être conformes à des réglementations européennes ou internationales. Mmh. Mais du coup, voilà, ils doivent être conformes. Ce sont des banques ou des institutions financières, donc c'est vraiment le même schéma. Et du coup, Mmh. on reproduit juste la même chose, mais c'est juste avec des portefeuilles de clients qui sont différents. Une grande banque, c'est pas comme une petite banque, c'est pas comme une compagnie d'assurance. Donc c'est juste en fait le scope qui change, mais la manière d'apporter la solution, c'est la même. D'accord. Bah, je Ouais. comprends bien. Je pense que c'est, une première approche des aspects un peu positifs et négatifs que tu peux retrouver dans ton travail. J'ai entendu que tu faisais référence à l'instant, au droit européen, international, qui a beaucoup aussi parlé de contact humain, de propositions aussi, de pondération du risque. Du coup, Ouais. on fait appel dans ton travail quand même à beaucoup de compétences différentes, des compétences Exactement. plutôt de relations humaines, peut-être des compétences un petit peu plus, mathématiques, parfois aussi des compétences, de droit ou aussi d'analyse de la situation, politique, de la situation générale et de l'évolution du droit. Donc ça me permet de te poser, la question maintenant de comment tu es arrivé à ce travail-là qui fait appel à autant de compétences différentes? Quelles études, tu as faites? Oui. Et puis peut-être ensuite, est-ce que tu trouves qu'elles t'ont bien aidé à intégrer le secteur duquel tu fais partie maintenant? Donc, pour effectuer le métier d'analyste de risque, Ouais, il faut, avoir fait des études de mathématiques ou plus précisément de statistiques. d'accord. Donc après un baccalauréat en sciences mathématiques au Maroc, j'ai fait une licence en sciences mathématiques appliquées, attends, c'était
appliquées à l'informatique. Et après, Mmh. j'ai eu un master de sciences mathématiques appliquées à la gestion des risques. Donc, il faut vraiment avoir un background en mathématiques et aussi en informatique parce que vu qu'on utilise pas mal de modèles, pas mal d'outils informatiques aussi de modélisation comme ça peut être SAS, ça peut être Excel, ça peut être VBA, voilà, faire de la voilà, comment on appelle ça? J'ai oublié le mot en français. Des algorithmes, voilà. Des algorithmes. Voilà, des algorithmes. Donc, voilà, il faut développer des algorithmes, développer des modèles. Donc, il faut connaître, voilà, il faut avoir des connaissances en mathématiques et en informatique. Donc, voilà. Mais du coup, comment j'ai fait ce choix d'études? C'est vraiment un pur challenge. Donc, quand j'étais au collège, nous aussi, à la dernière année, on avait on appelle ça un orientateur Mmh. pour nous aider, nous expliquer quel choix effectuer, etc. Et du coup, moi, j'ai choisi la branche où il n'y avait pas beaucoup de filles, ou Mmh. même même une formation où on n'acceptait pas les filles. Et du coup, il fallait déménager avec ma famille à Rabat pour étudier la branche que je voulais. Et du coup, voilà, c'était un vrai challenge pour moi et pour ma famille, voilà, pour étudier et avoir un baccalauréat en sciences mathématiques qui n'était pas ouvert qui n'était pas accessible plutôt pour tout le monde. Mmh. Donc, voilà. Donc si je comprends bien, c'était une filière qui était pas trop ou presque pas du tout accessible aux jeunes femmes et Oui, c'était un peu le challenge que tu as eu envie de relever en essayant quand même et en réussissant à intégrer, ce secteur, enfin cette filière d'études, en fait? exactement. Même au sein de ma famille et de notre entourage, il n'y avait que des garçons qui avaient fait cette branche. Mmh. Et voilà, je trouvais ça vraiment challenging pour moi. Donc, c'est Mmh. pour ça. Est-ce que tu as eu envie aussi, d'intégrer ce type d'études parce que tu trouvais que c'était injuste? Ça, c'est une question un peu plus personnelle peut-être, mais Oui, bah, en fait, je ne comprenais pas pourquoi c'était juste pour les garçons, en fait. Je mmh. ne comprenais pas. Donc, parce que l'option, c'était des sciences mathématiques, mais tu devais aussi avoir des connaissances au dessin industriel. Donc, du coup, on se retrouvait 8 filles dans une classe de 40. Et voilà, peut-être pour la société marocaine, cette branche-là, c'était que pour les garçons parce que il y avait on va dire des matières plus scientifiques et plus compliquées. Mmh. Mais en fin de compte, non. Donc, c'est possible pour tout le monde, en fait, voilà, de suivre ces leçons ou ces matières-là. Donc, c'était Bien sûr. vraiment un challenge vraiment personnel parce que quand j'étais petite au Maroc, j'habitais dans un tout petit village et il n'y avait pas beaucoup de filles en fait qui, all- qui allaient à l'école. Et du coup, je pense que peut-être j'ai eu ça depuis mon plus jeune âge. C'est voilà, de tout le temps voilà, se challenger, tout le temps de ne pas accepter la situation telle qu'elle. Mais vraiment, si on a envie de poursuivre quelque chose, faut y aller. Il Mmh. faut se donner les moyens. Donc voilà. Donc j'ai eu le support, heureusement, de ma famille qui ont déménagé deux ou trois fois avec moi pour que je puisse continuer mes études. Ah oui, quand même. Mmh. Oui, En tout cas, heureusement qu'ils l'ont fait parce qu'apparemment pour accéder à ton métier actuel, un background, en mathématiques solide, c'était quand même quelque chose de très important. oui. Est-ce que juste une question très rapide par rapport à tes collègues, est-ce que toutes les personnes qui font partie de ton équipe ou plus généralement dans le secteur, financier, ou des assurances ont un background, en mathématiques appliquées ou dans des sciences dures? Ou alors est-ce qu'il y a aussi, des personnes qui ont plutôt un background un peu différent de sciences humaines, par exemple, un peu hard quand même, par exemple de l'économie ou des choses comme ça? Ou c'est vraiment très axé mathématiques Non, c'est simplement? vraiment axé mathématiques au sein de Ouais, notre équipe. Il y a une partie de notre équipe où ils ont un background légal, ouais, donc de droit. ouais. Mais sinon, la plupart, ils ont un master en sciences mathématiques. Mais, D'accord. mais ici en Belgique, je pense qu'il y a sciences économie ou Ouais. sciences de gestion. Mmh mh. Mmh mh. Et je pense que peut-être c'est l'équivalent en fait de sciences mathématiques en France. Mmh.
OK, donc effectivement, dans ton équipe, c'est vraiment des profils très mathématiques et puis, ailleurs, il y a aussi d'autres profils, en particulier droit Oui, et sciences ça de dépend gestion. des besoins. Oui, parce que des fois, par exemple, Ouais. on a besoin d'un légal, d'un conseiller en légal, en Mmh. droit, pardon. Ouais, Et du coup, voilà, moi, j'ai pas du tout les connaissances et au lieu de perdre mon temps à lire des centaines de pages, donc il faudrait bien avoir quelqu'un qui puisse nous aider. d'accord, très bien. Du coup, ouais, c'est extrêmement intéressant. Je pense qu'on comprend un petit peu mieux maintenant, ce que tu fais, au quotidien, dans quel environnement tu évolues. Maintenant, je vais aborder quelque chose qui relève un petit peu plus encore d'un aspect personnel et qui est, je pense, très important pour beaucoup de jeunes. C'est, le fait de se réaliser aussi, dans son job, dans son boulot. Est-ce que du coup, tu as l'impression, grâce à ton travail, de te réaliser, de t'entreprendre? Et est-ce que tu as l'impression aussi d'avoir un impact social positif à travers ton travail? On sait combien, cet impact social, positif, il est de plus en plus important pour de nombreux jeunes qui choisissent, des études ou une orientation, professionnelle future. Par rapport à l'impact au sein de mon entreprise, Ouais. franchement, mis à part la partie technique où tout le monde en fait peut y accéder, peut avoir cette partie technique. Moi, je me focalise plutôt sur les soft skills et Mmh. les relations humaines que j'ai, ou que j'entretiens au sein de mon entreprise. Donc en fait, je fais partie d'un programme, de, DNI. C'était, Diversity and Inclusiveness, c'est-à-dire voilà, Mmh. travailler sur la diversité et l'inclusion des collègues qui viennent de différents backgrounds et, euh, et, euh, et aussi je coach des nouveaux collègues qui viennent de quitter les bancs de l'université, donc je les coach sur le plan de développement personnel et aussi par rapport à la profession. D'accord. Donc, c'est ce que je pense apporter au sein de mon entreprise. Hem et si j'ai un impact social, donc Ça peut être de ton travail, mais ça peut être ouais, aussi de tout ton secteur, ouais, qui je pense est ouais. par rapport, par exemple, à mon travail, donc ce que j'acquiers comme expérience, dans mon travail, ben, je l'applique actuellement dans une ONG, qui défend les droits des femmes, en Europe et du coup, voilà, ça me permet de les aider d'une manière, allez, de les aider, dans leur stratégie, dans leur, gestion opérationnelle et financière aussi. Donc je pense, voilà, mis à part aussi payer mes impôts ici, j'ai ma société comme ça, donc voilà. D'accord. Donc du coup, tu dirais que toutes ces compétences que tu acquiers en entreprise, elles te servent aussi à faire évoluer les choses, d'un point de vue plus associatif en t'engageant dans d'autres structures, si je comprends bien? Exactement, donc en fait, cette association, voilà, ils avaient besoin d'une personne qui avait certaines connaissances, heu, pas forcément du droit, mais plutôt de l'advocacy et d'une gestion plus, voilà, gestion financière, une gestion, opérationnelle et heu et aussi de gérer une équipe à distance parce que, voilà, c'est une ONG qui est internationale et OK. vu que j'ai eu ce qu'il y a là dans mon job actuel, c'est-à-dire travailler et gérer une équipe, à l'international. Donc ça m'a beaucoup aidé à voilà, à créer une structure aussi vis-à-vis dans cette ONG pour créer, une sorte d'interaction entre les différents Mmh. membres de cette ONG. Donc D'accord, ouais, je peux dire que ça, oui, ça m'a aidé. d'accord, très bien. Bah, écoute, je pense que, ouais, on voit bien qu'il y a une possibilité aussi de réutiliser des choses qu'on apprend en entreprise, dans d'autres emplois ou dans des engagements, bénévoles par ailleurs, par exemple dans une ONG. Ça me fait penser Oui, justement le fait que tu aies mentionné le fait de gérer une équipe, dans oui. cette ONG justement. Est-ce que, si tu es responsable d'une équipe, dans ton travail, en plus, que dans cette ONG? Et est-ce que c'est un élément qu'on a assez peu abordé pour le moment de, voilà, de manager des gens, Oui. de diriger leur travail, de les superviser, qui te plaît et comment tu l'envisages? Ouais. Bah, en fait, j'aime bien en règle générale, le project management, Mmh mh. donc la gestion de projet. J'aime beaucoup, voilà,
gérer les ressources qu'on alloue pour un projet, gérer les deadlines de ces personnes qui travaillent sur leurs tâches, Mmh. euh, effectuer effectuer un suivi avec eux, les coacher, les aider voilà, à être tout le temps, à être motivés, pas tout le temps. Des fois, on a des moments où ça va pas trop, mais du coup, voilà, à ce qu'ils restent motivés au sein de l'équipe et du coup, de créer une bonne ambiance au sein de l'équipe. Euh, ce qui est, euh, Ce qui est important aussi dans mon job, c'est quand tu gères une équipe de 10 personnes avec comment dire, des horaires différents, des zones, en fait, voilà, ils sont dans des zones différentes, donc vraiment gérer cet aspect-là, gérer l'aspect motivation, l'aspect appartenance Mmh. et aussi créer une solidarité et une compassion. Ça, oui, ça fait partie du travail d'un manager. Mmh. Et j'aime beaucoup, en fait, j'aime beaucoup l'aspect humain dans mon travail plus que l'aspect technique. Mmh. Parce Et que peut-être maintenant, les outils sont, pardon, bah, je mmh, dis juste que les outils, pas du voilà, ils tout. sont déjà prêts à être utilisés par nous. Donc, il n'y a pas beaucoup une technicité par rapport à ça, mais c'est vraiment gérer le côté humain qui est plus complexe. Mmh. Du coup, ça me permet de poser une autre question, peut-être en prenant la parole pour les jeunes qui nous écoutent. Quand on est amené à entrer sur le monde du travail, je pense que ces soft skills, comme on les appelle, de management et de supervision d'équipe, c'est pas forcément des choses qu'on nous apprend toujours à la fac ou à l'université. Oui. Est-ce que tu as pu voir au cours de ta carrière récente une évolution et comment est-ce que tu t'es formé? Comment est-ce que tu as appris justement ces capacités à manager et à superviser une équipe? Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu? Oui. Bah, ce qui m'a aidée, c'est que j'ai commencé à participer ou à avoir des stages, à faire des stages en étant plus jeune, Oui. à travailler plus jeune et du coup à observer comment les autres personnes elles géraient notre équipe ou elles géraient les autres équipes, comment elles se comportaient. Mmh. Et aussi le fait voilà, d'observer mon management, d'observer ou de voir certaines vidéos, de lire certains bouquins ou de lire certains articles Mmh. qui, euh, voilà, qui offrent ou qui suggèrent une bonne manière. Il n'y a pas toujours, voilà, il n'y a pas une bonne manière, mais ils suggèrent une manière comment dire, de manager une équipe. Donc, il faut toujours être à l'écoute. Mais gérer une équipe, il faut qu'on ait aussi quelques qualités. Par exemple, l'empathie. Il faut toujours se mettre à la place de l'autre et lui donner raison, pas lui donner raison, mais lui trouver quelques excuses trouver quelques excuses si jamais, par exemple, je ne sais pas, il n'a pas répondu à un mail ou il n'a pas participé à un meeting. Donc, se dire qu'il a toujours une raison derrière, pourquoi il n'a Mmh. pas fait ça. Donc, être vraiment empathique et, et aussi être solidaire, avoir l'esprit d'équipe. Ça, c'est très important quand on travaille en équipe. D'accord, bah, merci beaucoup. Voilà. Je pense qu'on voit bien un petit peu l'évolution effectivement de ces soft skills un peu qui sont difficiles à acquérir et puis c'est peut-être nécessaire de se former, au fur et à mesure, surtout quand on n'a pas de Exactement. formation, directe. D'accord et peut-être une dernière question, je pense qu'il peut aussi intéresser, certains jeunes. Est-ce que c'est un boulot qui est plutôt, bien rémunéré? Si jamais on envisage, voilà enfin un travail, une rémunération pour plus tard, est-ce qu'on peut se projeter dans quelque chose qui est plutôt bien? Sans donner forcément de chiffres, mais, est-ce que Euh, c'est oui, je pense que en fait, les métiers, je vais dire, c'est un peu dommage qu'il y a certains métiers scientifiques qui ne sont pas bien mmh mh. rémunérés. Mais par exemple, mon poste avec voilà, 7 ans d'expérience, voilà, c'est un salaire, voilà, c'est une rémunération qui est assez correcte Mmh. pour la Belgique. Sinon, quand on commence en tant que risque analyste junior, Mmh. donc, voilà, faut s'attendre à, par exemple, 36 000 euros par an.
à peu près. Donc, c'est déjà pas mal parce que pour commencer, en tant que risque analyste junior, on n'a que les banques ou les institutions financières. Donc, ce secteur-là financier, ça paye très bien. D'accord. Pas ça paye très bien, mais ça paye correctement. Ou bien, on a les Big Four et les boîtes de consultance où chez eux, ça dépend en fait ça dépend du grade. Ça dépend du grade et des bénéfices et comment dire, voilà des bénéfices que l'entreprise offre à ses employés. Mais du coup, en général, Suisse, le salaire est correct. Mhm. Donc, si je résume, c'est quand même un travail dans lequel on te laisse des moments de relâche qui est très challenging, où tu travailles en relation avec des gens qui viennent de backgrounds très, très différents. Ça a l'air enrichissant. Et en plus, tu peux réutiliser des compétences que tu acquiers au quotidien dans des choses qui te tiennent à cœur, par exemple pour travailler dans une ONG. Donc, c'est plutôt un portrait assez sympa que tu nous Oui, fais, j'ai l'impression. merci. Du coup, de mon côté, je pense que j'avais plus ou moins fait le tour des questions que je souhaitais te poser. Comme il y a d'autres personnes qui nous ont rejoints depuis le début, peut-être qu'on va pouvoir juste après passer à une session de questions-réponses, comme on l'avait prévu au départ. Mais avant cette session de questions-réponses que j'expliquerai un petit peu avec les modalités que je définirai ensuite, est-ce que tu veux rajouter un petit peu quelque chose? Est-ce qu'il y a un élément que tu n'as pas pu aborder concernant ton travail actuel? Euh, Qu'est-ce que je peux te dire? Il y a une chose que je voulais rajouter, c'est par rapport aux métiers qui sont liés à la gestion des risques financiers ou Mmh. non financiers. Mais voilà, on reste toujours dans le secteur bancaire et financier. C'est qu'ils ont un rôle assez crucial au sein de la société ou Mmh. de l'entreprise parce que c'est un métier où comment dire, ils ont une certaine gouvernance par rapport Mmh. au bon déroulement de l'entreprise Mmh. et ils doivent savoir et connaître le, comment dire, le core métier, comment on appelle ça en français? The core, le cœur du Le métier, voilà, cœur le du cœur du métier? métier, Ouais, le cœur du métier de ses clients afin afin de mieux les servir et de les aider. d'accord. Voilà. Très bien. Écoute, je pense on a déjà fait un joli tour effectivement de ce que représentait ton métier pour toi, de ce que tu mettais en place, au quotidien. Du coup, ce que je peux proposer à tout le monde maintenant, c'est que moi, j'ai posé des questions à Sarah, mais l'objectif, c'est que vous aussi, vous puissiez poser des questions à Sarah. Je reprécise encore une fois que cette réunion est enregistrée et que si vous ne souhaitez pas apparaître à l'écran quand vous posez des questions, il n'y a aucun souci, il faut juste que vous désactiviez votre vidéo. Mais ce que je peux vous proposer maintenant, pour ceux qui veulent poser des questions, c'est de lever la main avec la fonctionnalité Zoom. Et au fur et à mesure, j'activerai vos micros pour que vous puissiez poser directement votre question à Sarah. À partir de maintenant, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever les mains. Et à chaque fois que vous le ferez, dans l'ordre, j'essaierai d'activer vos micros pour que vous puissiez poser une question. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se lance? Ouais, alors je vois que Nawal veut poser une question. Mohamed Amin aussi. Levez la main avec la fonctionnalité pour que je puisse le voir, pas forcément en live. Mais voilà, Nawal, normalement, tu peux d'ores et déjà parler. Ouais, mais je pense que c'est Mohamed Amin qui avait une question Ah avant zut, moi. je n'avais pas vu. Je vais le Ok, faire passer avant quand même. alors on va faire passer à Mohamed Amin. Ah oui, il dit, est-ce qu'il est facile de changer de job? Est-ce qu'il est facile de changer de job? Ouais. Euh, Très bonne question. En fait, c'est... Et tu vois, dis-moi. changer de job, c'est est-ce que par ton travail, tu es Mhm. très limité à la société où tu as commencé, ou bien tu peux facilement passer à quelque chose d'autre. Par exemple, pour la gestion des risques, il y a beaucoup, beaucoup d'offres. Tu peux avoir des offres
dans des banques, dans des institutions, dans des boîtes de consulting, petites ou grandes, des Big Four. Donc, il y a pas mal oui, tu peux trouver, en fait, tu peux changer facilement d'employeur. Mais si jamais tu veux changer de job, à ce moment-là, il faudrait savoir. En fait, en fait, c'est difficile parce que tu dois changer de secteur. La gestion des risques, ça reste la même. Le risk management process, c'est toujours la même chose. Identifier les risques, les analyser et puis les mitiger ou les éliminer. Donc, le processus, il reste pareil. Si on va dans des laboratoires pharmaceutiques, ça sera la même chose. C'est juste, ça sera une autre liste de risques. Ce ne sera pas les risques financiers, mais ce sera des risques qui dépendent de ce secteur-là. Donc, il faudrait quand même avoir une connaissance de ce secteur si jamais on souhaite changer de job. Ok. Est-ce que, Mohamed Amin, du coup, ça répond bien à ta question? On peut passer à une autre question? Je suppose que oui. Ouais, j'ai le signe que oui, ça répond bien. Donc, du coup, je vais passer maintenant la parole à Nawal qui avait demandé la parole juste avant. Voilà, Nawal. Normalement, tu peux poser ta question. Ouais, en fait, elle rejoint un peu celle de Mohamed Amin, mais c'est plus d'un point de vue futur. Est-ce qu'avec le background que tu as, Sarah, et ton expérience, est-ce que tu te sens plus apte à pouvoir changer de secteur et de faire un peu ce que tu as envie? Je sais pas que ce soit en termes de confiance en soi ou en termes d'apprentissage. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, tu te sens vraiment à l'aise pour changer de secteur? Ou bien tu te dis non, je vais rester calé dans mon domaine et basta. Donc ça rejoint un peu ce que demandait Mohamed Amin. Est-ce qu'il est facile de changer de job? Donc, voilà. Merci pour ta question. Personnellement, j'ai suivi une formation en microfinance islamique et j'ai rejoint il y a 3 mois, un cabinet de consultance en finance islamique à Londres. Donc, pour le moment, je suis en train de switcher un peu ma carrière vers la gestion des risques, mais plutôt vers des institutions qui sont plus éthiques, on va dire. Mais ce qui est on va dire ce qui est comment dire donc avec mon background, c'est-à-dire avec les études que j'ai faites ou même avec les années d'expérience, donc je me sens vraiment capable de changer de secteur. Donc moi, par exemple, ça me dérangerait pas du tout de changer et par exemple de rejoindre Linda dans le domaine de la grande distribution. Et voilà, c'est juste, il faudrait que j'apprenne les nouveaux processus parce que je pense qu'une gouvernance, c'est assez générique dans toutes les entreprises. Donc voilà, mais je ne pourrais pas, par exemple, devenir designer ou partir dans le domaine artistique. Ça devrait, voilà, je devrais avoir une formation. Ok. Nawal, est-ce que ça répond plutôt bien à ta question aussi? Je peux poser une autre question? Oui, bien Oui. sûr. Je n'ai pas désactivé ton micro pour ça. Du coup, ouais, est-ce que si c'était à refaire, est-ce que tu referais? Les études ou le job? On va dire... on va dire les deux. Les études, oui. Les études, oui, je les referai. Mais tu sais, je les referai, mais je les referai d'une manière plus assidue et plus, oui, plus assidue, je dirais. Oui, je dirais plus assidue. Parce que tu les as pas faites de manière très assidue, tes études? Non, je ne pense pas. Oui, D'accord. parce que je parle du master. La licence, ça va, je l'ai eu. Mais le master, j'ai un peu galéré parce que voilà, c'était mes premières années à l'étranger. J'étais toute seule et il fallait que je comprenne les codes de la société française, de comprendre comment ça se passe. Et du coup, au niveau master, ça n'a rien à voir avec le niveau au Maroc. Donc, c'est super poussé. Donc, il fallait travailler en même temps, travailler les week-ends, gérer tout ça. Donc, c'était pas très évident. Donc, je négligeais de temps à autre mes études. Mais ça va. Donc, j'ai eu, en 2 ans, j'ai terminé en fait mon cursus, mais du coup, c'était assez galère. Voilà. Donc, s'il y avait une chose à refaire, ça serait travailler un peu plus dur pendant le master. Exactement, pendant le master. Et sinon, par rapport au job, si je devais choisir un autre job, peut-être à la sortie de l'école, je n'avais pas vraiment une idée
des opportunités que j'avais peut-être. Mhm. Mais si c'était à refaire, peut-être que j'aurais quitté la France juste après avoir eu mon master. Je peux te demander pourquoi? Non, Parce que tu parce n'as que pas eu une bonne expérience en travaillant en France directement après ton master? euh, plus ou moins, oui. Parce qu'aller en France, déjà en tant que femme voilée, j'avais pas beaucoup d'opportunités. Donc, c'était vraiment très limité niveau opportunités. Mais aussi par rapport à la consultance. Donc, il y a pas mal de boîtes de consultance qui, euh, comment dire, qui profitaient du fait que tu étais étranger parce qu'il Mhm. fallait faire toute une démarche par rapport à tes papiers, etc., la régulation des papiers. Et du coup, Mhm. on ne me payait pas très bien, on ne me donnait pas des tâches qui étaient très intéressantes. Donc, c'est pour ça que voilà, j'ai Belgique. Donc, et j'ai trouvé en fait que c'était très différent. En fait, c'était Mhm. c'est deux pays voisins, mais deux manières de travailler super différentes. Ici, si tu as les compétences pour, ben, on t'aide et tu fais ton boulot. Mhm. Voilà, on fait pas, franchement, chez mon employeur actuel, on ne fait pas attention vraiment Mhm. à ton ethnicité ou à ta religion ou comment tu es habillé. Il y a vraiment pas ça. Donc, c'est vraiment par rapport à tes compétences et ce que tu peux apporter Mhm. à l'entreprise. Donc, D'ailleurs, voilà. je lève la main parce que j'ai eu Oui, une question posée en off par quelqu'un, justement, qui a quelque part à voir avec ça et qui me posait la question de savoir si tu pensais avoir été victime de discrimination à l'embauche. ah oui, Euh, plusieurs fois. Plusieurs fois. Est-ce que tu Pas en peux... Belgique. Pas en Belgique, ok. Non. Et tu peux nous dire, je sais pas, peut-être comment tu avais vécu ça, comment tu t'es senti et Oui. comment tu as remarqué que c'était vraiment lié peut-être au fait que tu portais le voile, comme tu le disais Oui. au départ, ou à ton ethnicité. Oui, bah, ça a commencé déjà à mes études. Donc, la première année, j'avais un prof qui me dénigrait tout le temps, qui m'appelait toujours toi qui viens du Sud. Mm. Donc, et il m'a fait rater mon année. Donc, il m'a mis une note éliminatoire. Et quand tu as une note éliminatoire, même si tu as des 18 partout, c'est décisif. Du coup, tu rates ton année. Et par la suite, voilà, j'ai postulé pour un autre master. Et Dieu merci, voilà, j'étais acceptée. Et puis, la galère de trouver un stage parce qu'on ne m'acceptait pas. Mm. Après, par la suite, j'ai trouvé un stage, donc c'était super intéressant. Et après, pour trouver un job, donc voilà, j'ai été victime plein de fois de discrimination. Par exemple, on faisait passer le même entretien 3-4 fois pour juste savoir si j'allais l'enlever ou pas. Mm. Ou bien pour me dire, ben, si des fois, on m'a donné mon contrat de travail, on me dit tu l'enlèves, tu signes. Donc, des choses comme ça. Mais moi, j'ai persévéré jusqu'à ce que je trouve la bonne personne avec qui je vais travailler. Mhm. Et donc, dans ton expérience, il y a une différence assez forte entre la France et la Belgique, d'après ce que je comprends. Oui, bah, personnellement, oui. Parce que peut-être, Oui. je suis venue en Belgique, j'avais déjà un contrat de travail, donc j'ai pas eu à chercher. Mhm. Mais quand je postulais en Belgique, franchement, on m'acceptait, on me proposait même des offres. C'est moi qui refusais parce que voilà, je voulais pas faire partie de l'entreprise ou l'offre n'était pas assez intéressante. Mhm. Mais ça fait 5 ans et à chaque fois que j'ai un entretien, même chez des clients, etc., ça me posait pas de problème, même dans des missions vraiment différentes. Et juste, il y a 2 ans, j'ai eu une mission en France, donc j'ai dû retourner en France à Paris. Mhm. Et quand en fait, je me suis présentée à la réception de la banque et on m'a prise en fait pour une stagiaire. Donc, Incroyable. donc et on n'acceptait pas parce que j'étais la seule. Il y avait un étage imagine pas un étage, un immeuble de 25 étages Mhm. et il n'y avait aucune personne voilée. J'étais la Mhm. seule. Donc c'était assez choquant en fait. Que là-bas, voilà, je voyais des femmes qui l'enlevaient, pardon, et puis qu'elles leur mettaient une fois avoir quitté le building. Donc c'était assez choquant. Je peux te reposer une petite question Oui, rapide et après je reprends les questions éventuelles parce que c'est vraiment la suite de ça. Est-ce que le fait de vivre ces discriminations à l'embauche et puis une fois in situ dans ton travail ou lors des missions, en particulier quand tu es envoyé ailleurs que sur ton lieu de travail, est-ce que ça oui. fait partie des choses qui t'ont aussi motivé
à mettre tes compétences à profit dans une ONG de défense des droits Des femmes, des femmes. exactement. Ouais. Mais exactement, parce que même, même chez mon employeur actuel, donc je suis la seule femme voilée qui fait partie des membres exécutifs. Donc, il y a aucune manager qui est voilée pour le moment ou directrice. Donc, on a, je pense, 3-4 femmes voilées dans 1400, chez mon employeur. Donc, on est 1400 personnes. Et du coup, voilà, je trouve vraiment inhumain et juste, ouais, c'est vraiment inhumain et inimaginable que pour le moment, on discrimine une personne parce qu'elle a un bout de tissu en fait sur la tête. Et c'est pour ça que je me suis engagée avec cette ONG pour les aider voilà, comment dire, à militer contre ces discriminations à l'embauche et aussi par rapport à tous les, comment on appelle ça, les speeches qui sont en ligne. Les hate speech, Les les hate speech, discours voilà, de haine. les discours de haine, merci. Ouais. Les discours de haine en ligne et offline aussi. Donc voilà, on médite pour que chaque personne, qu'elle soit musulmane ou pas, qu'elle puisse avoir droit à l'éducation et au travail, à une opportunité de travail. Voilà. Super. Bah, c'est très intéressant. C'est désolant, mais c'est à la Ouais. fois très intéressant. Du coup, je vais proposer encore aux participants de poser une question en levant la main, pas sur votre vidéo, mais via la modalité sur Zoom, parce que je ne vois pas les vidéos de tout le monde. Donc, peut-être que je vais louper des questions si vous levez la main comme ça. Donc, voilà, je vois que Anan lève la main. Donc, hop, Anan, normalement. Alors, je suis un petit problème. Il y a Mohamed Amin qui a commenté la boîte où Sarah bosse est super bien d'ailleurs. Ah. Oui, je confirme. Parce qu'il était un ex-collègue. Ah, d'accord, je ne savais pas. Anan, Mm. normalement, tu peux parler. Ça y est. Yes. Alors, moi, j'avais une petite question. Parce que, Sarah, tu avais dit que tu avais travaillé en tant que consultante pendant beaucoup d'années. J'aimerais savoir quel est le côté négatif d'être consultante pendant, je ne sais pas, 4-5 ans. Quelle est ta conclusion générale? Sarah, est-ce que tu as compris? Moi, j'ai eu du mal à entendre le début de la question. Ouais. Mais en fait, c'est le fait d'être consultante et de ne pas avoir un travail fixe en interne dans une entreprise. C'est ça la question. Est-ce que Ça peut faire partie des points négatifs, mais j'aimerais bien que tu développes quelques 2-3 exemples pour dire quels sont les éléments. Tu peux aussi dire positif, oui. Consultante. Ben, franchement, pour moi, il n'y a vraiment pas de point négatif à être consultante. Parce que ça fait partie aussi de ma personnalité. Je suis quelqu'un qui s'ennuie vite. Et je pense que si jamais je fais partie d'une entreprise, d'une culture, d'une équipe et avoir affaire toujours aux mêmes personnes, ça va vraiment m'ennuyer en termes d'échange, en termes d'échange, en termes de responsabilité, en termes de travail, parce que tu auras affaire toujours aux mêmes personnes et du coup, ça limite un peu en fait même tes idées voilà, tes idées, tes interactions. Donc, pour moi, je vois vraiment pas un point négatif pour le moment pour la consultance. Donc, ça fait 7 ans que je suis consultante et pour le moment, ça me va. Non, mais par exemple, oui. Pour moi, un exemple, quand tu es consultante et que tu vas dans une autre entreprise, tu es un peu aussi mise à part. Tu es un peu aussi discriminée, mais au sein d'une autre entreprise parce que tu viens. Oui. Oui, on ressent ça des fois, on sent que voilà, on ne fait pas partie de l'équipe. Vous êtes les consultants qui viennent, voilà, on vous paye, je ne sais pas moi, 1 000 € par jour et vous ne faites pas grand-chose. On nous tient ce genre de discours, mais ça, c'est leur vision à eux. Donc, c'est à nous de nous intégrer et de faire partie de l'équipe. C'est toujours un travail. C'est vrai que des fois, c'est fatigant. C'est qu'à chaque fois, il faut s'intégrer. À chaque fois, il faut s'imposer d'une manière correcte. Mais
Mais moi, ça me dérange pas du tout parce que je me dis, allez, s'ils veulent pas de notre équipe, ils n'ont pas cet esprit d'équipe. Nous, on est là pour les aider. Et s'ils n'ont pas compris le message, ben, c'est de leur faute. Mhm. On n'y peut rien. Juste pour préciser, peut-être avant de te redonner la parole, Anan, peut-être qu'il y a des gens qui savent pas, des jeunes qui nous écoutent, qui savent pas exactement ce que c'est être consultant. Et je parle sous ton contrôle, Sarah, mais c'est le fait d'être son propre employeur, en fait, et d'être employé de manière ponctuelle par des clients. Est-ce que c'est bien ça? Et, en fait, c'est travailler, par exemple, je fais partie d'une entreprise, c'est une boîte de consultance, une boîte de conseil. Ah, ok, Et dans la voilà, boîte. voilà, je fais déjà partie d'une boîte en interne, mais voilà, je fais partie d'une équipe. Mais à chaque fois, on est assigné à différents projets. Donc, du Mhm. coup, il n'y a pas de travail directement lié en interne de cette boîte, mais c'est cette boîte voilà, qui déploie ses employés pour répondre à des besoins de ses clients à eux. Mhm. Donc, c'est vraiment une sorte d'outsourcing. D'accord. Pardon, Anan, je voulais pas te couper. Est-ce que Ah tu non, voulais un petit c'est- droit de suite? Est-ce que c'était une réponse claire? oui, oui, parce que moi, voilà, on a un peu, on va dire entre guillemets, le même background. Et Mhm. j'avais pensé aussi à être consultante, mais voilà, moi, j'avais plutôt un avis pas positif en voyant comme, enfin, voilà, avec différentes expériences, avec différentes boîtes de consulting. Après, voilà, je me suis dit, je tente même pas l'effort. Même pas avec moi, c'est ça. Maintenant, je me dis, tu sais, si j'avais 20 ans et tout, tu vois, je peux avoir encore la patience de faire ça, mais là, Tu vois, on peut avoir une discussion off et te proposer mes services, hein. Et voilà, ça dégénère. Sarah propose de travailler pour des participants. Euh, Il y a une Ouais. équipe, pardon, il y a une question de Linda, je pense. Ah oui, Oui. exactement. Ça Donc, vient d'avoir aussi. Ouais. et au niveau de la séparation vie privée, vie professionnelle, tu as du boulot en dehors de tes heures. Donc, c'est vrai, en tant que consultante, c'est difficile des fois de séparer la vie personnelle et la vie professionnelle, surtout que durant, je pense, 2-3 ans, donc j'ai vraiment travaillé à l'étranger et j'étais pas tout le temps présente au sein de ma famille. Et c'est pour ça, en fait, qu'il faut profiter des moments qu'on a avec nos proches. Et ça doit être, moi, personnellement, ça m'a appris à avoir des moments qui sont vraiment euh, valorisés. On valorise vraiment le temps qu'on passe avec eux, que ce soit vraiment qu'on soit présent, qu'on soit dans le moment présent avec eux. Et parce que des fois, tu peux être avec la personne toute la semaine, mais il n'y a pas un moment, comment dire, il n'y a pas un échange qui est assez, comment dire, assez intéressant. Mais du coup, c'est vrai que des fois, c'est difficile de séparer vie privée et vie professionnelle. Euh, donc, est-ce que tu as boulot en dehors de tes heures? Euh, Franchement, ça dépend. Si par exemple la deadline du projet s'approche, à ce moment-là, on doit vraiment travailler et carburer pour rendre le projet au temps prédéfini. Mais sinon, c'est vraiment rare. C'est vraiment rare. En fait, je pense que c'est un choix qu'on fait. Par exemple, moi, je décide d'aller à 17h30 ou à 18h, c'est bon, je ne regarde plus mes mails, je ne réponds plus, je quitte le bureau. Bah, à ce moment-là, voilà, je quitte le bureau et c'est que le lendemain que je découvre ce qu'il y a à faire. Mais ça dépend des fois des projets, ça dépend des personnes avec qui tu travailles. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment garder une bonne entente dans ton équipe et se soutenir et être l'un pour l'autre. Si jamais, par exemple, j'ai une collègue qui a des enfants, elle doit être chez elle à 4h30, ben, je peux l'aider pour les tâches qui lui restent à faire, il n'y a pas de souci. Donc, on s'entraide. Mhm. Mais pour le moment, ça va. Moi, je pense qu'il y a un bon équilibre vie privée, vie professionnelle. Nawal, est-ce que ça répond bien? Droit de suite, pas droit de suite? Ça va. Très bien. Bon, bah voilà, une autre question. Est-ce qu'il y a une autre question de quelqu'un? N'hésitez pas à lever la main via Zoom encore une fois parce que je n'ai pas les vidéos de tout le monde. Alors, pour le moment, il n'y a personne qui lève la main ou qui pose des questions sur le chat.
Bon, moi, du coup, je peux rebondir un petit peu sur ce que tu as dit, la séparation entre vie privée et vie professionnelle, puis ce choix que tu fais, par exemple, de ne pas consulter tes mails et de ne pas regarder ton téléphone après 17h30 ou 18h. Est-ce que ça aussi, comme les soft skills de management, c'est quelque chose qui évolue avec le temps? Est-ce que au début, tu mettais plus d'ardeur au travail et puis que maintenant, tu essayes plus de retrouver un équilibre vie privée, vie professionnelle? Ben, c'est vrai qu'au début, vu que voilà, au tout début de la consultance, on ne sait pas en fait quand est-ce qu'on doit être joignable ou pas. Donc, moi, j'étais joignable tout le temps, même les week-ends. Donc, je travaillais des fois Mmh. les week-ends, etc. Mais au fil du temps et aussi au fil des responsabilités, donc quand tu commences à avoir d'autres responsabilités que le travail, Mmh. que quand soit tu as des enfants, soit voilà, tu es bénévole, donc tu as du temps à consacrer. Et pour toi-même aussi, donc quand tu comprends qu'il faut se consacrer du temps à soi-même. Donc à ce moment-là, on commence à mettre certaines priorités. Mmh. Et voilà, le travail, ce n'est pas la vie, c'est juste, voilà, ça fait partie de la vie. Donc, voilà, il faut bien garder. Moi, je ne suis pas trop pour un équilibre. On ne peut pas avoir un équilibre. On ne peut Mmh. pas avoir un équilibre, dire voilà, 8 heures boulot, 4 heures maison, 2 heures bénévolat, c'est pas comme ça. Mais Mmh. il y a certains moments où on va un petit peu négliger la famille, on va négliger Mmh. le boulot. Donc, à un moment, il faut juste essayer d'avoir le juste milieu. Mmh. C'est vrai que c'est quelque chose qui est difficile, je pense, dans tous les boulots et puis, ouais, ça s'apprend. Il y a une autre question, du coup, sur le chat qui vient d'arriver, donc je vais te la poser, directement. Est-ce que tu bosses uniquement en français et est-ce que les langues, étrangères, du coup, vivantes, c'est important pour ton travail? Ben, je vais dire, on est en Belgique, donc oui, c'est très important, Ouais. les langues. Donc, pour ma part, non, je bosse juste en anglais, Mmh même mh. avec les clients, parce que vu que chez les clients, il y a des néerlandophones et des francophones et des étrangers. Du Mmh. coup, ils privilégient l'anglais pour les documents, pour les discussions, les interactions. Donc, c'est toujours l'anglais. Et ça dépend des clients. Des fois, par exemple, j'étais assignée à un client flamand, Mmh. une banque, voilà, une banque belge, on parlait que flamand. Mmh. Et voilà, je parlais pas flamand et j'avais une personne avec moi qui me traduisait les documents et Mmh. qui me traduisait les meetings et c'était juste pas possible parce que les autres, le client n'arrivait pas à parler anglais Mmh. et moi, je n'arrivais pas à comprendre le néerlandais. Ouais. Donc c'était bloquant et je pouvais pas je pouvais pas continuer le projet. Du coup, on a assigné une autre personne à ma place. Donc, oui, Mmh. des fois, de ne pas connaître la langue, on va dire, du pays peut être bloquant et des fois frustrant. Parce que Mmh. voilà, on a des collègues francophones et néerlandophones. Et pour moi, c'est important parce que même quand tu parles la langue du client, ça crée tu te rapproches plus de lui, Mmh. voilà, comment dire, il y a une proximité qui se crée, Mmh. voilà. Donc Et c'est donc, important, du c'est coup, très juste très important. rapidement, tu as décidé d'apprendre le néerlandais depuis que tu travailles en Belgique ou tu fonctionnes pour le moment qu'avec l'anglais? Ben, je fonctionne juste avec l'anglais et Oui. non, j'ai pas appris. J'ai commencé le néerlandais une fois que j'ai habité dans une région flamande, dans la région flamande, dans une ville flamande. Donc c'est là où j'ai commencé à apprendre le néerlandais. Donc j'ai fait le D'accord. néerlandais que pendant 6 mois. Mmh. OK. Dat is alles. Avec une petite, Avec un accent marocain, français mélangé comme ça. c'est ça qui est bien, c'est ça qui est Il bien. y a Hanan qui sourit. Mmh. Du coup, ce que je vais vous proposer, on avait dit qu'on finissait cette conférence à 20h30. On peut peut-être dépasser un tout petit peu 5 minutes pour prendre une dernière question, s'il y en a encore une, si tu es d'accord, Sarah? Oui. Une dernière question et puis, ensuite, comme vous le savez, d'habitude, il y a, donc je vous invite à lever la main hein, pendant que je fais, la transition. D'habitude, dans tous les Meet Your Future qu'on fait, il y a un discours ou un petit aparté d'inspiration où Sarah, vous parlera de son expérience et puis, essaiera de vous transmettre, sa motivation et son inspiration et puis, ça sera normalement,
la conclusion de ce premier Meet Your Future en ligne. Alors, pour le moment, je vois une autre question. Faut-il obligatoirement être en SC Maths 7 heures en secondaire pour se lancer dans ses études? En spécialisation maths, en sciences Ouais, maths, 7 heures, sciences ouais. maths. Merci Noura pour ta question. Je ne pourrais malheureusement pas te répondre parce que je n'ai pas fait mes études en Belgique. Donc, je ne sais pas si l'un des participants peut nous aider par rapport à ça. N'hésitez pas à lever la main si vous avez Ouais, la si vous avez la réponse. réponse. Moi non plus, je n'ai pas fait mes études en Belgique, je ne connais pas trop le secteur, donc je n'en sais rien du tout. Ah, Hanan peut parler. Ah, Anan peut parler? Oui, Anan, normalement, ton micro est déjà activé. Tu peux y Ah, aller. Ok. Euh, Vu les outils que tu as parlé, SAS, Excel, etc., les outils visuels, comme tu as dit, je pense que sciences de gestion, ingénieur de gestion, ça passe bien. Donc, euh, donc voilà, management, Mhm. dans management, économie, sciences de gestion. Ça, c'est par rapport. En fait, la question, c'est en secondaire. Donc, je ne sais pas si vous Oui, avez des spécialités exact. différentes. Ça, je ne sais pas Ça, trop encore non plus. Ah non, au secondaire, tu peux faire n'importe quoi. Tu peux être boucher, on s'en fout. Mhm. Apparemment, moi j'ai quand même l'impression que c'est pas tout à fait obligatoire et que quand on se lance dans les études ensuite plus Oui, scientifiques, c'est ça, il c'est faut, ça. il C'est faut pas comment rattraper sûrement quand on n'a pas fait de cursus scientifique avant, soit par des exactement. cours particuliers, soit par des formations en ligne. Mais je pense c'est pas, il n'y a pas d'examen à l'entrée quoi. C'est pas totalement. Donc, il y a une logique, on va Hmm. dire. En Belgique, voilà, comme je t'ai dit, tu peux commencer en boulangerie, ensuite, bim, tu reprends. Enfin, non, en fait, c'est un peu un melting pot. Mhm. Il n'y a pas de, il y a pas de règles, c'est pas cadré. Mhm. ça, c'est intéressant, ça. Parce que c'est Apparemment, tout à fait le contraire de la France. il y a Issane qui veut apporter peut-être une précision sur ça. Je vais activer son micro à l'instant. Je pense que c'est sur cet élément en particulier. Oui, Issane, on Oui, t'entend. donc clairement, non, il n'y a pas de contrainte. D'ailleurs, en Belgique, il y a, en tout cas pour ces genres d'études-là, donc Mhm. parce qu'il n'y a pas d'examen à l'entrée, que ce soit pour les études de gestion, mais pour les études plutôt scientifiques, type polytechnique. Il y a même l'opportunité pour ceux qui ont fait des secondaires techniques, professionnelles ou en littéraire, de faire une 7e année. Donc, il y a plusieurs écoles qui font des 7e années qui sont appliquées justement plus en mathématiques pour rattraper le retard. Donc là, c'est Mhm. une année qu'on rajoute en plus après avoir eu son bac D'accord. pour pouvoir rattraper ce retard-là. Mais sinon, il y a pas mal de personnes avec qui, par exemple, j'étais à l'UNIF, qui étaient en littéraire ou bien qui sortaient de professionnels et qui, la première année d'UNIF, ils bossaient beaucoup plus, ils prenaient des cours particuliers, ils demandaient aux assistants de les aider plus. Donc, les assistants, en général, à l'université sont assez ouverts, donc ils les aidaient beaucoup plus. Quelquefois, ils rataient leur première année d'UNIF, ce qui est vraiment pas dramatique parce que même quelqu'un qui a fait un cursus scientifique, quelquefois rate la première année. Voilà, c'est pas dramatique non plus. Mais il n'y a pas de barrière à l'entrée. Donc, c'est surtout plus de travail pour rattraper sur certains bagages scientifiques, mais c'est pas du tout impossible. Au contraire, il y en a beaucoup qui l'ont fait. Mhm. Donc, effectivement, d'après ce que tu nous dis, Issane, probablement, c'est un petit peu plus difficile au début, mais c'est tout à fait rattrapable avec un petit peu plus d'aide de ses collègues camarades, des référents et un peu plus de travail en première année si on n'a pas fait une filière scientifique dans l'enseignement secondaire. Mais c'est tout à fait possible de rattraper ces cursus une fois qu'on arrive ou qu'on va vers l'université. Merci, Hassan, pour la clarification. Merci beaucoup, Yassine. Ouais. Hanan. Ok, donc je vois que Noura est d'accord et contente de la réponse. Parce qu'effectivement, ça laisse la porte ouverte. Ça veut dire aussi qu'on a le droit à l'erreur. On peut rater cette première année de fac Exactement. et c'est pas un drame. Finalement, on arrive toujours à rebondir et puis à retrouver des moyens d'atteindre ses objectifs si on persévère. Exactement. Donc voilà, c'est un message d'espoir. Il faut. Donc du coup, je propose vraiment qu'on prenne maintenant une dernière question si jamais quelqu'un veut encore, ou alors je pense que là on a fait un petit peu le tour, ça fait maintenant 1h10, 1h20 qu'on est ensemble.
Sarah, est-ce que tu es d'accord du coup pour passer à la conclusion de ce meeting Oui, futur en ligne? d'accord. Euh, Euh, donc voilà, l'idée c'est qu'est-ce que tu as envie de dire aux jeunes pour qu'ils aient envie de suivre un chemin qui ressemble un petit peu au tien. Peut-être tu pourrais nous dire aussi ce que tu as appris avec ces questions de notre public en ligne. Est-ce qu'il y avait des questions auxquelles tu t'attendais pas, par exemple, ou est-ce qu'il y en avait auxquelles tu t'attendais? Et voilà, est-ce que tu peux nous dire comment inspirer les personnes qui nous écoutent? euh, Déjà par rapport aux questions, donc déjà je remercie les participants d'avoir posé leurs questions. Il y en a celles qu'on m'a posées et que je me posais et que je me pose toujours. Voilà, donc on n'a pas des réponses préparées ou des réponses, voilà, des réponses, comment dire, Toutes faites ou... toutes faites, voilà, Ouais. pour ces questions-là. Donc voilà, ça dépend de notre état d'esprit. Moi, je dirais plutôt, voilà, il faut vraiment garder un très bon état d'esprit quand on aborde ces études ou ce job. Et si je peux inspirer ou juste voilà, partager quelques mots avec les jeunes, bah, je vais leur dire déjà de profiter de cette crise pour vraiment établir un plan de vie et pour vivre pleinement une vie qui a du sens pour vous, pour une vie professionnelle qui soit en adéquation avec vos valeurs, avec votre personnalité, avec vos différentes missions de vie. Donc, il ne faut pas s'attendre qu'on ait un job et une mission de vie. Donc, on est, là, voilà, on est polyvalent, on a plusieurs compétences. Donc, faut vraiment y aller et ne pas le faire pour ses parents ou pour la société, mais vraiment prendre ce moment de réflexion pour dire, ben, dans les, je sais pas, 10, 15, 20 prochaines années, voilà, qu'est-ce que je peux apporter à ma société par rapport à tous ces changements qu'on vit actuellement. Et si jamais, par exemple, un étudiant ou un jeune ou une jeune qui ne sait pas quelles études choisir, ben, j'ai qu'un seul conseil, c'est vraiment de lire. Il faut vraiment lire. Déjà, premièrement, il faut lister les différentes formations, spécialités qui vous intéressent ou les domaines. Et par la suite, il faut vraiment lire. Faut se cultiver, faut lire par rapport à ces domaines-là pour avoir une idée et pouvoir choisir. Ben, vos études. Et aussi, n'hésitez pas à contacter les personnes qui exercent ce métier, effectuer des stages, du bénévolat, du volontariat, voilà, pour l'aspect pratique et comprendre un peu de quoi il s'agit. Et je terminerai juste par, si vous êtes toujours à l'école, ben, et, vous, et par rapport à ce qu'on vit actuellement, peut-être que vous allez reconsidérer la spécialisation dans laquelle vous êtes lancé. Donc, ce n'est vraiment pas un problème. Ou bien, si vous êtes au début de votre carrière, ben, il est temps de réfléchir à ce qu'il faudrait pour faire une sorte de pivot ou, voilà, ou relancer votre carrière autrement. Et ce qui compte, ce n'est vraiment pas l'argent que vous allez gagner à travers ce job-là, mais c'est l'impact que vous aurez en servant votre communauté, en servant votre pays. Et en fin de compte, c'est le bilan en fait, qu'on va laisser. Et voilà, c'est le bilan en fait, qu'on va laisser dans ce monde. Et j'espère que c'est comme ça qu'on va avoir un monde, un meilleur endroit ou un meilleur monde. Mmh. Donc voilà. Merci beaucoup, Sarah. Ce que je retiens, moi, j'ai pris quelques petites notes rapides de ce que tu viens de dire. Et je pense que ce qui est important de retenir, c'est que les crises, c'est toujours aussi des opportunités. Et que Exactement. c'est toujours l'occasion de saisir sa chance aussi. Et peut-être de construire une société qui sera un peu différente après cette crise. Je pense qu'on voit déjà des évolutions sociétales, politiques, économiques, et que tout l'enjeu, ça va être de réussir à se raccrocher à ça. Et puis aussi pour les jeunes et la génération qui vient. Donc voilà, Exactement. ne perdez Ben pas voilà. espoir. Exactement, parce que
c'est le monde. Voilà, faut penser. Voilà, faut vraiment penser au monde auquel on veut évoluer, on veut vivre. Donc, et Mhm. c'est à eux maintenant, à cette nouvelle génération, voilà, de créer et voilà, et d'enrichir ce monde. Mhm. Voilà. Et puis ne pas avoir peur. Demandez aux Oui, il gens, faut faites pas. des stages. Exactement, il faut Euh, vraiment pas. Il faut vraiment déjà à la base, faut se préparer au non, parce qu'une fois mhm. qu'on se prépare à un refus, ben, on le digère vraiment bien et puis on retente jusqu'à ce qu'on nous dise oui. Mhm. C'est comme ça que ça marche. Ça, c'est peut-être l'enseignement le plus important, je Oui. pense. Ok. Et ben écoute, je te remercie vraiment beaucoup, Sarah, Ben, merci d'avoir à pris toi. 7 heures, 7h30 pour parler de ton travail, pour parler de ton parcours, et puis aussi, j'espère, pour inspirer les jeunes qui nous écoutent en ce moment et qui nous écouteront aussi, puisqu'on va rediffuser cette interview et ces échanges ensuite sur nos réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux de Team. Donc, ça va être vu par plus de personnes ensuite. Donc, J'espère. je te remercie vraiment beaucoup. J'en profite aussi pour remercier tous les participants qui nous ont rejoints aujourd'hui. Et puis, je vous dis sûrement à très bientôt parce qu'on va continuer à faire ça toutes les semaines sous le pôle Inspire des Meet Your Future qui sont à la fois axés monde professionnel et aussi développement personnel. Donc, toutes les débuts de semaine, normalement, on va publier des infos sur nos réseaux sociaux pour vous informer des profils des personnes qui vont être interviewées, peut-être avec des modalités différentes. Ça évoluera sans doute parce que c'était la première fois. Ouais. Mais merci encore parce que c'était super intéressant. Merci à vous tous et toutes. Et voilà, en espérant d'avoir répondu à vos questions et en espérant voilà, de pouvoir vous aider à choisir vos études. Voilà. Merci Damien. Merci à tous Belle et à soirée. bientôt, sûrement la À semaine bientôt. prochaine. Ciao. Salut! Salut.